Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Je vois que les spectateurs affluent et ça, c'est top. On va commencer dans 30 secondes. Voilà, le temps d'en avoir encore un petit peu plus par rapport aux inscriptions. Merci pour votre temps. Vous êtes au bon endroit. Voilà, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue Anne Willow, bienvenue Martial Valérie. Merci de me faire le plaisir d'être là. On va passer 30 minutes ensemble. Le thème de ce webinaire, c'est la gamification en formation, les secrets pour réussir. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager du réel, du vécu, pour intéresser les gens et leur partager des tips qu'ils puissent appliquer eux-mêmes. Je vais me présenter simplement. Je suis Thomas Fraudet. Je suis le cofondateur de Seven, cabinet de conseil en formation. Et je crois fortement qu'une formation, l'idée c'est de transmettre un contenu d'une personne A à une personne B. Et ben, je crois fortement que c'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare, qui se scénarise. Et du coup, si on a le bon rythme, la bonne gamification, on va parler de gamification aujourd'hui, le bon scénario, eh bien, on a une chance non négligeable d'embarquer les gens et de leur transmettre un contenu et qu'ils repartent contents et plus forts. Alors, on va passer 30 minutes ensemble, puis 15 minutes de Q&A, de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou alors les garder et on pourra y répondre à la volée ou alors y répondre dans 30 minutes. Euh, Présentation des deux invités de marque. Donc, je vais commencer par Anne. Anne Willow, elle a un poste incroyable. Elle est Head of Tech Acceleration. Donc, en fait, elle accélère les changements au sein du groupe PwC, donc cabinet d'audit et de services sur le périmètre de la France. Son why, son envie, c'est que la transfo est avant tout une affaire de personnes. Et du coup, en emmenant les gens, on les transforme. Voilà, elle m'a dit ça et je trouve ça fantastique. À côté de Anne, nous avons Martial Valéry, qui est le cofondateur de OBB. OBB, c'est un studio de jeux vidéo mobile. Un exemple de jeu qu'ils ont lancé avec son associé, c'est Frag Pro Shooter. 90 millions de joueurs actifs. Donc ça, c'est un peu pour dimensionner le bébé. Chez OBB, ils sont 50 personnes et ils avaient fait une levée de fonds qui leur permet d'avoir les moyens de leur ambition. Et son why à lui, je trouve ça intéressant, c'est de divertir les gens en se divertissant lui-même. Voilà. Donc, merci à tous les deux. Faites partie d'univers différents. Pour autant, vous avez des problématiques communes, que ce soit en management, en formation, et vous êtes tous les deux tournés vers qu'est-ce qu'on peut faire pour embarquer les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils apprennent quelque chose. Alors, toute première séquence, et après c'est vous qui parlez bien sûr. Toute première séquence, c'est une séquence qu'on a appelée transmission et attention. Donc, transmission, comment on transmet, attention, comment on capte l'attention. Et donc, je vous pose la question, la toute première, c'est à votre avis, est-ce que vous pouvez me donner des exemples sur comment on peut rendre acteurs les participants d'une formation? Donc, il faut que ce soit super concret. Alors du coup, je vais jumper Vas-y. parce qu'on a construit, et d'ailleurs on l'a construit ensemble, ce petit module-là. On a lancé une formation autour de la prise en main de nouveaux outils techno qui sont un peu compliqués. Et Oui, effectivement, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on engage les gens au début. Et puis alors en plus, en ce moment, on a cette contrainte particulière, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont, qui est qu'on fait nos formations à distance parce qu'on avait absolument. pas le droit de réunir les gens dans une salle. Et donc tu as en plus ce côté, comment est-ce que des gens derrière leur PC dans des situations très différentes, comment est-ce qu'on les engage dans un premier temps. On a fait un truc hyper kinesthésique, hyper mobile. Alors, On leur apprend. kinesthésique, c'est une des intelligences, c'est-à-dire que tu les mets dans l'action, tu leur fais faire quelque chose. Donc, du coup, ils subissent plus, ils sont acteurs. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait faire? Eh ben, on leur apprend à faire leur lacet, figure-toi. En fait, Ouais. alors tout le monde sait faire ses lacets, sauf que il y a, je sais pas, quelques années, il y a une équipe de chercheurs de Stanford qui a décidé de réfléchir à pourquoi est-ce que quand on a fait ses lacets, ils se défont. Et donc, ils ont théorisé plein de trucs et ils ont développé une nouvelle technique pour faire ses lacets. Alors, elle n'est pas très différente de celle qu'on fait actuellement, mais elle marche effectivement mieux. Je l'ai testée, donc elle marche mieux. OK. On leur apprend à faire leur lacets et donc, en fait, bah, là, très concrètement, déjà, on leur fait enlever leurs chaussures, allumer leur écran parce que du coup, il faut leur montrer comment ils font leur lacets. Euh, et il y a un double message derrière celui-là qui est d'abord, on n'apprend pas les gestes simples. En fait, on l'a tous vu au moment du Covid, on a tous appris à se laver les mains correctement. OK. Ce qui était, on pensait tous qu'on savait se laver les mains, et en réalité, il y a des gestes qui permettent de le faire. Et donc, cet icebreaker des lacets, c'est déjà de dire on a des choses qui sont en fait assez basiques à vous transmettre, qui ne sont pas forcément très compliquées, mais on va prendre le temps de vous les transmettre parce que c'est des choses qui vont vous changer la vie au quotidien. C'est des petits OK. life hacks comme ça qu'on va vous transmettre. La deuxième chose, et ça on le voit tout de suite, et moi, enfin, j'en suis témoin parce que j'ai appris à faire mes lacets et que maintenant du coup j'ai envie de montrer aux autres, c'est que On ne te quand demande on... pas de nous montrer comment faire, mais disons que. je vous montrerai après.
En fait, quand on apprend un truc qui vous sert, on a tout de suite envie de le transmettre. Et donc là, Ok. en fait, c'est un espèce de truc à double détente de la formation, c'est que on forme des gens qui vont avoir envie de transmettre directement après. Et donc là, bah, en fait, on a gagné notre Top. étape. Top, top. Martial, toi, tu m'as parlé d'un workshop que vous avez fait il n'y a pas longtemps où vous avez rendu les gens acteurs pour qu'il se passe quelque chose en fait. Yes, nous on est là on a une initiative qui s'appelle le Hobby Lab qui est toute une phase d'idéation. On essaie de trouver de nouveaux concepts de jeu. On avait fait un appel à projet pour toute la boîte où tout le monde pouvait participer, envoyer des projets. On avait sélectionné ces projets. Là, nous, on avait notre séminaire la semaine dernière où 10 personnes avaient été retenues et ils allaient pouvoir pitcher leur idée à toute la boîte. Mais ce qui était hyper important pour nous, c'était de casser un peu la frontière entre acteurs et spectateurs. Et de se dire, en fait, on avait des gens qui se mettaient en danger en dévoilant leurs idées. Mais ce qu'on voulait, c'était non seulement avoir une participation active de l'audience, donc du reste de la boîte, mais que aussi eux se mettent en danger, se mettent un peu dans les chaussures des gens qui allaient leur présenter leur projet. Donc ce qu'on a On tient fait, notre c'est lien, hein. qu'on On tient notre fil rouge, chaussures lacets, on est parfait. donc C'est bien. ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait aussi créé autour de ça un concours d'investissement où en D'accord. fait, pendant les présentations, on distribuait 1 million de dollars, un million de Alors voilà, dollars alors c'est très dur à dire sans virtuels. rigoler. 1 million de dollars, c'est puissant. Et c'est là que voilà, tu empower les gens virtuellement, c'est ça. Exactement. Donc, chacun avait 1 million de dollars et il allait pouvoir investir sur les projets auxquels il croyait le plus. On avait aussi formé des équipes dans le public. Donc, il y avait une notion de, à la fois, toi, tu pouvais investir en ton titre perso, mais tu pouvais aussi investir au titre de l'équipe. Et à la fin, on leur a dit, ben voilà, non seulement on va décerner des prix pour les projets qui auront reçu le plus d'investissement, mais on va aussi décerner des prix pour les gens qui ont le mieux investi. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui se met en danger et qui est hyper vulnérable. Tout le monde est vulnérable, tout le monde fait partie de la même initiative. Et c'est quelque chose qu'on essaie de vraiment pratiquer dans le jeu, où on essaie d'englober tout le monde et que chacun puisse contribuer avec les forces qui sont les siennes. Donc ça, c'est un premier apprentissage qui a l'air assez simple, c'est-à-dire rendre acteur. Mais là, on a deux exemples concrets. Rendre acteur, c'est soit faire quelque chose aux gens, soit enfin, dans les deux cas, c'est faire quelque chose, soit physiquement avec les lacets, soit un vote ou un engagement ou une proposition. Parce que quand on a 100 millions de dollars, il y a bien un moment, il va falloir le mettre. OK. On a un deuxième point sur rendre acteur, donc dans cette logique de transmission et d'attention, c'est d'instaurer une atmosphère bienveillante. Alors ça, on l'entend tout le temps et c'est un petit peu tarte à la crème. Et là, j'aimerais que vous me donniez des exemples concrets. Et notamment, Martial, j'ai été hyper intéressé par ce que tu as dit sur Mario. Martial va nous parler de Mario, mais comment on fait pour instaurer une atmosphère bienveillante et du coup que ça porte ses fruits sur la transmission? Qu'est-ce que tu as à nous partager? Dans un jeu, en fait, tous les jeux sont différents et les jeux sont différents parce qu'ils ont des règles différentes. Et nous, notre enjeu, c'est que les règles du jeu, elles soient comprises le plus rapidement, mais aussi de manière pérenne. C'est-à-dire, on ne peut pas qu'ils oublient les règles après l'avoir appris. Et on a un double enjeu, c'est qu'on a cet enjeu d'éducation, mais on a aussi un enjeu commercial où quand quelqu'un rentre dans notre jeu, on veut qu'il soit là le lendemain. Donc, c'est hyper important pour nous de créer cet environnement d'apprentissage qui soit le plus sûr possible. Et un exemple qu'on prend souvent et qui est assez frappant parce que Mario est un des premiers jeux, c'est pas le premier jeu, mais en tout cas, c'était il y a plus de 20 ans. Et en termes de conception, ils avaient déjà compris beaucoup de choses. Et le premier saut que tu fais dans Mario, il y a deux sauts d'ailleurs. Il y a le premier saut, c'est pour aller choper une pièce qui est associée à une petite boîte. Donc, non seulement il n'y a pas de danger, mais en plus, il y a une récompense à la clé. Donc, l'acquisition de cette compétence se fait sans risque et ensuite est directement associée à un bénéfice, à une récompense. Et derrière, le deuxième, on répète cet apprentissage, hyper important de répéter très vite. Et là, il y a un micro-danger, qui n'est pas un danger, mais il va y avoir un trou, mais un trou qui ne va pas faire mourir Mario, qui va juste le faire retomber un petit peu plus bas. Il va devoir revenir en arrière pour passer. Et donc,
Et ensuite, la troisième itération, ça va être avec le vrai trou qui, lui, potentiellement provoque la mort de Mario et recommencer le niveau. Et du coup, on a vraiment cette gradation où une action est répétée 3 fois avec la première fois une acquisition de récompense, la deuxième fois plus de récompense mais un danger minime, la troisième fois un danger réel. Et Il me semblait même que le premier trou, en fait, tu tombes et tu tombes dans un passage secret avec des pièces. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est fait au début pour que jamais il se passe quelque chose de négatif. C'est-à-dire que même quand on se trompe, c'est super, en fait. Dans le premier, ils n'ont pas encore ça, mais après, ouais, Ouais, c'est ça. ils ont vraiment poussé le truc. Et même aujourd'hui, voilà, Mario, normalement, le personnage est passé à gauche, il y a beaucoup d'espace à droite, de sorte à ce que tu saches plus ou moins en tout cas qu'il faut aller vers la droite. Et même si tu choisis d'aller vers la gauche, il y a des récompenses qui sont vers la gauche. Donc même si tu te trompes, tu vas quand même gagner quelque chose. Donc à la fois, ce qui va dire, bah voilà, qu'on ne peut pas se tromper d'une certaine manière, mais qu'aussi c'est en se trompant, en faisant les choses qui ne sont pas celles qu'on attend forcément, qui vont te permettre d'avoir des surprises, de gagner d'autres choses. Donc, Anne, comment ça? Parce que moi, j'aime beaucoup cette image de Mario, c'est-à-dire de concevoir un environnement safe pour qu'en fait, il n'y ait qu'une expérience positive au début, au tout début en tout cas. Comment ça peut se traduire dans une formation concrètement avec les trainers, avec les formateurs? En fait, moi, alors déjà, ça m'a vachement donné envie de jouer à Mario. Là, je crois que j'allais me racheter une Game Boy Hop, hyper vite. magnifique. En fait, moi, je pense qu'il y a un autre levier pour mettre les gens en confiance. C'est simplement que l'animateur se livre un peu, l'animateur de la formation, et notamment qu'il explique que lui aussi, il a appris à un moment. C'est un truc auquel on pense pas nécessairement. On pense toujours que le formateur, lui, il sait, et donc du coup, évidemment, pour lui, c'est facile. En fait, il y a eu un jour où le formateur, il savait pas, il connaissait pas son sujet, et donc commencer une formation en expliquant le chemin que lui a suivi pour s'approprier cet outil ou cette technique ou cette méthode, et pourquoi il en est arrivé à devenir formateur de cette méthode, est-ce qu'il a envie de la transmettre. Je pense qu'on crée vachement aussi cette espèce de bienveillance de, en fait, oui, ok, c'est une marche à franchir, mais d'abord, elle est franchissable et je suis là pour vous le témoigner. Et surtout, voilà, en fait, il n'y a pas de mauvaise position, il y a Chez, juste un échange à créer, quoi. chez Seven, on parle souvent du principe de réciprocité, du fait que si le formateur arrive avec un haut niveau d'énergie et avec un mode de passeur de contenu plutôt que de sachant, rapidement, l'audience, les participants sont contents de ça et du coup se mettent au niveau. Et quand je dis se mettre au niveau, c'est-à-dire rendent. Et du coup, je trouve ça très intéressant le côté, je vais vous raconter dans quel contexte moi j'ai appris ces choses-là, de quelle façon. Et alors, il y a des gens qui vont s'identifier, et puis il y en a d'autres, effectivement, on est moins sur le formateur sur son piédestal, mais plus sur la personne qui partage. La notion de coach, chère à la Khan Academy, le formateur coach plutôt que le formateur plus fort, quoi, au-dessus. Ok, j'avais un troisième point sur cette transmission et attention, et puis on passera à la deuxième séquence. C'est la notion évidemment très très chère à Seven, vu que c'est notre nom même, c'est les fameuses intelligences multiples. C'est-à-dire comment faire pour garder l'attention. Et nous, une des choses que l'on dit, pardon, c'est de faire des binômes et de former les trainers, donc dans des formations de trainers et trainers, à rythmer, séquencer en mobilisant différents types d'intelligence. Est-ce que Anne, dans l'une des formations qu'on avait montées ensemble pour plus de 1000 collaborateurs chez PwC, on avait commencé par un bras de fer, en fait. Ouais, exactement. Alors du coup, tu vois, typiquement, c'est un truc post-Covid, on peut plus le faire maintenant, mais c'était bien ce bras de fer. En fait, on apprenait aux gens comment travailler ensemble. Et en fait, donc on leur faisait faire un bras de fer en leur disant, voilà, vous appuyez et puis il y en a un qui va gagner. Et ensuite, on leur apprenait à doser leur force en disant, voilà, si vous arrivez à équilibrer, le but c'est de garder le bras droit le plus longtemps possible. Et si vous dosez ensemble, finalement, vous collaborez. Et le message Et derrière pourquoi c'est ça, important de le faire? Pourquoi c'est important de le et en faire? fait, c'est ça. Le message, c'est la collaboration, c'est important. Mais si je te dis la collaboration, c'est important, super. En fait, tu vois, c'est important de fermer la fenêtre quand il fait froid, chouette. Si tu veux, alors quand C'est tu vrai. fermes la fenêtre et que d'un coup il fait Ceci beaucoup étant, ce moins que tu dis. froid. Non, mais tu vois, en fait, tu les mets en situation de vivre le truc. Quand il y a un courant d'air, tu fermes la fenêtre, tu dis pas, tu le dis pas en Ouais. théorie, tu le fais en pratique. Et le bras de fer, c'est exactement la même chose. Ils l'ont vécu dans leur corps. Donc, tu vois, quelque part, c'est une espèce de mémoire musculaire de quand j'appuie pas comme un sourd et que l'autre dose son effort en même temps que le mien, la collaboration, ça fonctionne. Et donc, je pense qu'ils ont ancré dans leur corps, au-delà de dans leur tête, la collaboration, ça fonctionne. Alors attention, parce que Martial va nous parler en anglais là. Il va nous parler de quelque chose de très compliqué qui s'appelle le suspension of disbelief.
Martial, j'espère que tu te souviens de ce que tu m'avais dit. Alors que Anne quitte l'aventure. Non, non, Anne est allée fermer Parce la que fenêtre parce qu'elle s'est quand on dit souvenue disbelief, qu'effectivement, elle est partie fermer la fenêtre en fait. je suis partie fermer la Alors, fenêtre. Martial, est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus? Ouais, alors, il y a une traduction, mais je ne l'ai plus exactement. Mais pour nous, l'enjeu, c'est c'est vraiment de créer, de transporter le joueur dans un autre environnement, mais de pas lui marteler qu'on est dans un jeu, c'est un jeu, il y a des règles. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de suspension of disbelief qui en fait qui est quelque chose qui favorise l'immersion, qui va être le même d'une certaine manière les règles du monde réel vont être abolies et on va être dans un autre univers où plein de nouvelles règles surgissent, comme par exemple quand je vous parlais de ce million de dollars, on n'a pas filé 1 million de dollars à tout le monde, mais on a créé les conditions pour que, à ce moment-là, ces nouvelles règles fassent sens et deviennent réelles. Et c'est important justement de pouvoir créer cet univers, d'avoir cet environnement justement bienveillant ou en tout cas sécurisant, où les gens se disent pas mais attends qu'est-ce qu'on est en train de me faire faire, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'on crée cet environnement hyper safe et ensuite qu'on ait toutes les règles et le côté un peu ludique en fait. C'est pour ça qu'on essaie de pas voilà de pas marteler qu'on est dans un jeu et que c'est des règles artificielles qu'on est en train de créer pour justement permettre d'engager le joueur plus profondément. Et en fait, ce qu'on ne veut pas créer, c'est justement ces moments où On sort un peu. on casse l'illusion, on sort du jeu et on le ramène brutalement à la réalité. Nous, tout notre enjeu, c'est de s'assurer qu'on le maintienne dans l'univers du jeu. C'est quelque chose qui va aussi être valable dans notre communication sur les réseaux sociaux ou dans la manière dont on s'adresse aux joueurs par exemple, au niveau du support client, et de s'assurer qu'on est toujours dans cette espèce d'univers ludique et unique. Et au niveau du coup des intelligences multiples, l'idée c'est que tu mobilises le corps, tu mobilises l'intrapersonnel, l'interpersonnel, le rapport à l'autre, parce que toi c'est des jeux. Alors il y a tout type de jeux, mais il y a le côté je suis seul et il y a le côté je suis en équipe, donc on mobilise aussi ça. Il y a le côté visuel, j'imagine que des beaux visuels, des visuels qui touchent les gens, il y a des moments où il y a des beaux visuels et donc c'est important. Et l'idée c'est de séquencer de façon à ce que voilà, à ce qu'on passe un bon moment sans forcément comprendre le côté technique, l'envers du décor, mais en tout cas, on va dire que c'est scénarisé de votre côté pour que les gens, ça puisse toucher différentes parties de leur cerveau à différents moments pour qu'ils restent ou à minimum qu'ils passent un bon moment. Ouais, et puis nous, il y a aussi, on a différentes typologies de joueurs. Et parfois, je pense qu'on n'est pas forcément dans le jeu vidéo et qu'on envisage le jeu, on va envisager le jeu sous la dimension score, où le but, c'est d'avoir un score et un niveau de performance à la fin. Et ça, c'est vraiment qu'un des volets du jeu vidéo. Si on prend aujourd'hui, pour nous, ça va être important de pouvoir contenter des gens qui vont être sur la créativité, l'expression. Par exemple, si vous jouez à un jeu comme Farmville, il y a des gens pour qui le jeu, ça va être d'avoir la plus belle ferme possible. Il y a même des gens qui vont faire du pixel art, donc des mosaïques avec les éléments de la ferme pour avoir des visages, ce genre de choses. Il y a des gens qui vont être dans la maximisation de la rentabilité de la ferme avec les meilleurs cycles de Ouais. production. Donc là, vraiment dans le score, dans la Les performance. objectifs des joueurs sont pas du tout les mêmes en Non, réalité, et non, puis non. chacun s'y retrouve. Et dans chaque jeu, c'est important, les jeux sont différents, certains exploitent plus une dimension qu'un autre, mais que quand même le maximum de dimensions et justement d'appels aux différentes intelligences soit intégré pour que on puisse satisfaire tous nos joueurs avec toutes leurs particularités. Et ce que tu me disais aussi, c'est que on n'essaye pas on n'essaie pas d'emmener un scoreur, quelqu'un qui veut faire un super score, vers l'univers de développer une jolie ferme. On s'assure simplement que chacun puisse y trouver son compte. Et après, chacun, du coup, va avoir une expérience en parallèle. Et voilà, vont vouloir battre les autres, d'autres vont vouloir, au contraire, être dans la collaboration, d'autres, bon, Ouais. Et puis derrière, c'est comme tout, les intelligences, elles cohabitent en une seule personne. C'est qu'à un ouais. moment, tout le monde va pouvoir s'atteler à ces différentes tâches, mais certains vont s'investir plus particulièrement dans certaines tâches. C'est qu'il n'y a pas non plus, voilà, il n'y a pas des silos, il n'y a pas des silos qui sont complètement indépendants. Tout le monde va faire un peu de tout, mais certaines personnes vont vraiment s'investir dans une gamme d'activités et d'autres dans une autre gamme. Mais tout le monde a quand même cette base, cette grammaire commune avec laquelle il peut communiquer.
Parfait, parfait. On va passer à notre deuxième axe qui s'appelle plaisir et mémorisation. J'ai vu une super question dans le chat, on va la garder pour les Q&A et c'est vraiment très intéressant. Enfin voilà, je préfère garder le timing et on se donne rendez-vous du coup dans 10 minutes sur cette question-là. Donc plaisir et mémorisation. Donc là, c'est vraiment le côté comment faire pour que quelques temps après, qu'est-ce qu'il en reste en réalité? Qu'est-ce qu'il en reste dans les changements? Et ça, je sais que pour les jeux vidéo, c'est central. Le premier point, c'est jouer sur l'aspect ludique. Donc le côté, ouais, le ROI de la formation, c'est-à-dire comment faire pour que l'aspect ludique me permette de faire que les gens mémorisent et du coup gardent quelque chose de la formation. Anne, à toi, voilà, comment tu fais? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux se concentrer sur beaucoup de contenu et après les gens vont le développer chez eux, ou alors au contraire, peu de messages bien répétés? Alors évidemment, peu de messages et bien répétés, c'est vraiment ça la clé, hein. C'est se concentrer sur quelques apprentissages. Nous, on l'a vraiment vu dans les formations qu'on a pu donner autour de tous les outils qu'on a voulu déployer. Il vaut mieux créer un vrai usage et passer du temps à créer un vrai usage autour de quelques fonctionnalités. Et Ouais. ensuite, et on l'a vu, hein, d'ailleurs c'est un résultat très concret, ensuite on a mis à disposition des formations qui étaient facultatives, d'approfondissement sur la prise en main de ces outils-là, et les gens se sont inscrits, mais hyper massivement en fait. Parce que tu as créé une envie, tu as créé une appétence. Et comment est-ce qu'on a fait ça? En fait, on les a fait jouer les uns avec les autres et où les uns contre les autres. Ils étaient en équipe dans leur formation. Et on a créé un effet de cordée qui fonctionnait bien. C'est que, en fait, on ne pouvait, par exemple, buzzer ou en tout cas marquer qu'on avait fini que quand toute la table avait fini. Et donc là, en fait, ça oblige du coup tout le monde un peu à s'entraider. Il y a toujours des mecs qui sont plus agiles, il y a des gens qui sont plus technophiles que d'autres. Là, le truc, c'est que vous êtes 7 à la table. Si vous n'avez pas tous terminé votre exercice, vous n'avez pas le droit de buzzer. Et donc, en fait, tu es obligé d'aller aider tes camarades et donc de rentrer un peu dans la pratique. Et au fur et à mesure, et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on est passé d'un espèce de challenge ou d'un jeu à de la prise en main très concrète, en fait. Et donc, on bascule de l'usage, enfin, de la formation à l'usage, et sans s'en rendre compte, parce qu'on est un peu dans cette espèce de course de il faut qu'on aille buzzer, faut qu'on aille jouer, en fait. Mais à nouveau, il vaut mieux faire cet exercice-là plusieurs fois sur à peu près le même message, ou en tout cas le faire de différentes façons, mais sur le même message ou sur les mêmes contenus, plutôt que de vouloir en mettre trop. L'écueil, ce serait probablement de vouloir tout leur apprendre en une journée ou tout leur transmettre en une journée. Clairement, il faut arriver à voir quel est le seuil critique qui fera basculer les gens dans l'utilisation, et ensuite l'appétence et le besoin d'aller se former en complément, il est créé un peu tout seul. Nous, ce qu'on dit chez Seven, c'est que l'étymologie de pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et donc, du coup, tout l'enjeu est là, c'est qu'il va falloir répéter suffisamment en volume et après en passant par différents types d'intelligence de façon à ce que les gens retiennent et repartent avec quelque chose. Il y a la répétition pendant le temps de formation et après, il y a la répétition au bon moment, c'est-à-dire une semaine après, 2 semaines. C'est là que l'asynchrone peut arriver, c'est là que les vidéos avant-après peuvent arriver. Martial, toi, ce qui est intéressant, c'est que plus les gens jouent, plus ils s'imprègnent, plus ils répètent en réalité. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'enclencher la machine. Non, le jeu, ce n'est qu'une histoire de répétition. Et même si on prend l'exemple de Mario, Mario, c'est un jeu où on ne fait que sauter. On a rajouté quelques actions au fil du temps, mais à la base, c'est vraiment le saut. Et même dans les plus récents Mario, c'est l'action principale. À tel point que le nom originel de Mario, c'est Jumpman. Donc, l'homme qui saute, l'homme qui saute en anglais. Et l'enjeu, donc, n'est pas dans la répétition, parce que la répétition est un donné du jeu vidéo. Ouais. L'enjeu est vraiment dans comment s'assurer que cette répétition, elle reste intéressante même après des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures de jeu. Et pour ça, c'est justement s'assurer qu'en fait, sur une action donnée, on propose des situations qui vont varier, qui vont augmenter en complexité, mais pas trop augmenter. On a toute cette théorie du flow qui veut que justement l'enjeu, c'est de garder le joueur dans une zone qui soit entre la frustration et le plaisir. Pas trop difficile pour que ce soit pas trop frustrant, mais Ouais. pas trop facile pour que ce soit trop ennuyeux. Et en restant dans cette zone, voilà, on maximise le plaisir. Et derrière, de pouvoir associer à cet apprentissage des micro-variations qui font que la nature de l'apprentissage ne change pas, mais on monte en gamme,
on va apporter un peu plus de sophistication. Typiquement, dans Mario, il y a le double saut qui apparaît à un moment, il y a la vrille, il y a le saut écrasé. Donc, garder cette première gamme d'apprentissage, varier les situations en augmentant le niveau de challenge. Et puis, par-dessus cette première action, apporter de la sophistication et augmenter le niveau d'expertise du joueur. Avant de passer la parole à Anne, quand on avait échangé sur cette séquence-là, tu m'avais dit quelque chose que je trouve fantastique. Moi, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on l'applique chez Seven et dans l'école d'une façon générale. Quand on se trompe 3 fois sur une tâche, tu m'as dit qu'il y avait une petite tortue, si je ne me trompe pas, qui à un moment peut apparaître, un pop-up en fait, qui identifie qu'il y a une difficulté sur une tâche et qui du coup va t'envoyer vers une sorte de tutoriel, de quelque chose d'action qui va permettre de travailler cette chose-là. Et moi, je rêve d'un univers dans les formations ou dans l'école qui permette de passer du collectif à l'individuel. Quand on identifie qu'individuellement quelqu'un bloque sur quelque chose, eh bien de lui envoyer sur ce point-là précisément. On va pouvoir le travailler puisque on sait que c'est quelque chose qui arrive et donc du coup, voilà ce qui va te permettre de débloquer. Et je trouve ça intéressant le côté répétition, mais veillez quand même à ce que la répétition se passe bien ou alors mettre un pour action individuel ou éventuellement collectif. Je trouve ça vraiment. Enfin voilà, j'étais complètement emballé. J'ai envie de mettre des petites tortues dans les formations Seven. Anne, que penses-tu de cette idée et surtout la répétition comment tu fais dans un groupe pour gérer la répétition, surtout quand quelqu'un a déjà compris et que quelqu'un n'a toujours pas compris, tu vois? En fait, l'idée dans ce cas-là, c'est de répéter, mais de répéter d'une autre manière, de redire les choses d'une façon différente. Ouais. Là, Martial, t'évoquait le fait de doser entre le plaisir et la frustration de la personne. Là, on est un peu sur ce dosage-là aussi. Nous, on avait mis en place un jeu. Alors, en fait, on ne faisait pas participer les gens. Enfin, en tout cas, ils ne le savaient pas. Et c'était d'ailleurs un peu un irritant. Donc, c'est pour ça, ça me fait penser à ça. On avait un système. Il fallait qu'on il fallait qu'on leur fasse comprendre que l'ensemble des transactions qui pouvaient exister dans le monde réel généraient une trace dans des systèmes informatiques. Parce qu'en fait, on était sur un outil qui permettait justement ensuite de tracer l'ensemble des transactions qui étaient inscrites dans les systèmes informatiques et du coup, l'importance de bien connaître l'ensemble Le de fait ces qu'il y en avait beaucoup, beaucoup et qu'ils ne s'en rendaient pas forcément compte. qui ne s'en rendaient pas compte et que du coup, ça laissait une empreinte partout et que ça laissait une trace et que c'était l'ensemble de ça qu'il fallait regarder. Et en fait, on avait un petit module qui était un peu énervant parce qu'en fait, un des animateurs racontait une histoire. Alors en plus, moi, je l'ai beaucoup fait ce module-là et franchement, je racontais systématiquement une histoire complètement différente. Donc l'histoire n'avait aucun intérêt, mais ce qui était drôle, c'est que les gens écoutaient l'histoire. Donc je racontais l'histoire de mon oncle qui avait acheté une maison, et puis ensuite qui avait divorcé, qui avait revendu sa maison, tout ça. Enfin, vraiment, Et en fait, au fur et à mesure, il se passait quelque chose. au fur et à mesure, l'autre animateur faisait un bruit très énervant à chaque fois que se matérialisait le fait qu'une transaction s'inscrivait dans un système informatique. Et donc les gens ne le savaient pas, mais en fait, on leur faisait un espèce de buzzer hyper irritant plein de fois pendant la conversation. Et donc les gens se retournaient en regardant le gars en disant t'es fou avec ton téléphone, ça fait du bruit, ça m'énerve. Sauf qu'à nouveau, je pense que du coup, on leur avait déjà dit avant et on le redit après dans la formation, c'est important de regarder l'ensemble de la trace dans les SI. Sauf que je pense qu'il y en a plein qui l'ont retenu par ce petit moment d'irritation parce qu'en fait, ils se sont souvenus que plein de fois, ils ont entendu un bruit vraiment pénible. Et donc, c'est une façon comme une autre, justement, de répéter des messages et de les répéter et de les ancrer dans un autre niveau de cerveau. Effectivement, à la suite de cette formation, il y avait beaucoup de gens qui nous avaient dit je n'avais pas pris conscience du nombre de fois où effectivement il y a une interaction type informatique dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose que les gens, typiquement l'exemple de combien de fois par jour je prends mon téléphone, c'est vrai que s'il y avait une sonnette à chaque fois, les gens seraient surpris. Ouais. Mais c'est là qu'il faut peut-être éviter le côté irritant. Enfin, il y a peut-être façon et façon de le faire. Mais bon, en tout cas, voilà, l'importance de répéter les choses de façon et façon différente. Il y a aussi une chose qui me vient à l'esprit en vous entendant, c'est le fait que quand on a des écarts de niveau, ce qui est quand même toujours le cas dans une formation, c'est de faire répéter aussi, de mobiliser l'interpersonnel, c'est-à-dire de faire répéter par des gens qui maîtrisent plus le partage de bonnes pratiques à d'autres, et du coup de jouer sur le côté binôme de façon à ce que je puisse t'aider. J'ai un dernier point, et puis on sera bon, parce qu'en timing, là, on est bon. Le dernier point, c'est comment, donc c'est le dernier tips, le dernier exemple concret, c'est comment créer un effet d'euphorie.
Et du coup, alors l'effet d'euphorie, c'est l'objectif, c'est le Graal. Mais du coup, est-ce que vous avez des exemples concrets ou des retours à me donner sur l'effet d'euphorie? L'effet C'est-à-dire, ça waouh, l'effet. Moi, je peux commencer. Nous, déjà, d'un premier temps, dans le jeu vidéo, on va être énormément sur le positif feedback. C'est que jamais on va dire à un joueur que ce qu'il fait n'est pas bien. On sera, même s'il fait quelque chose qui est pas bien ou pas super, ce sera toujours positif. Et quand c'est vraiment, et il sera plutôt très positif avec des feux d'artifice, des petits confettis, même sur un niveau de performance qui est plutôt bas. Et, et ça va aller en gradation. Donc, s'assurer qu'on soit justement dans cet environnement satisfaisant et qu'on récompense toujours en faisant beaucoup, presque trop. Mais en fait, il y a jamais trop d'amour. Ça n'existe pas. Magnifique. Donc, laisser de côté un peu le caractère jugemental et vraiment récompenser, être dans le reward, les félicitations constantes, ça c'est hyper important et c'est hyper positif. Et derrière, nous, en tout cas sur le côté euphorique, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension sociale où le sentiment d'euphorie, pour moi en tout cas, il est vraiment associé à un sentiment de partage, d'un plaisir vraiment très grand et de constatation que tout le monde partage ce plaisir ensemble et pouvoir justement avoir du multijoueur, des manières d'intégrer différentes interactions. Aujourd'hui, avec les jeux, qu'on va pouvoir. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent des Uplay ou des gens qui jouent sur YouTube. Mais ce qu'ils ne constatent pas, c'est que c'est aussi voilà, cette création de communauté et de se dire, en fait, le plaisir que moi je ressens en jouant, il y a d'autres personnes qui le ressentent. C'est quelque chose qui justement qui provoque ce sentiment d'euphorie parce qu'on a la constatation que je ne suis pas seul dans je ne suis pas seul dans mon plaisir. C'est un plaisir qui est partagé et qui est partagé par des milliers, des millions, voire des milliards de personnes. Et ça, c'est vraiment un sentiment euphorisant. On s'était dit, oui, que l'euphorie, elle est. En fait, la question se pose, mais on se dit qu'il n'y a pas d'euphorie seule en réalité. Pour passer à ce niveau-là, c'est forcément collectif. Et du coup, le fait effectivement qu'il y ait des gens qui jouent, enfin le côté groupe, le côté des gens qui me voient jouer, le côté était très important et que du coup, la bonne formation, c'est celle qui arrive justement à avoir voilà, des temps individuels d'apprentissage et puis des temps collectifs où on partage et où on peut éventuellement transmettre. Anne, tu m'avais parlé de dopamine. En fait, alors, non, mais enfin, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est, bah, tu parlais d'asynchrone tout à l'heure. Oui. En fait, toutes nos équipes étaient en session de formation et ensuite on a refait un moment après où tout le monde participait. En fait, on a organisé un challenge quelques semaines après les formations où là, d'un coup, tout le monde faisait partie du challenge et donc on était sur plusieurs centaines de personnes qui participaient à ce challenge et qui du coup, en fait, restaient dans la dimension du jeu parce que restaient dans la dimension du concours et en fait venaient nous montrer concrètement ce qu'ils avaient mis en œuvre et comment ils avaient utilisé les outils sur leur job. Mais comme on restait dans cette espèce de cadre du jeu qu'on avait déjà instauré pendant la formation, ce qui est assez amusant, c'est que du coup, il y a eu énormément de participation à ce concours. On a eu des pitchs qui étaient juste incroyables. Les gens sont venus nous présenter des idées folles, donc ça, c'était super. Et en fait, là où c'est assez marrant, c'est que en jouant et en participant à ce concours, on est basculé de l'apprentissage à l'utilisation, mais sans s'en rendre compte. En fait, quelque part, on a masqué le côté un peu painful de et vous, après, comment est-ce que vous vous servez de ce qu'on vous a appris. En fait, Ouais. on leur a dit, venez nous le raconter, venez nous le montrer, et il y aura des trucs à gagner, et voilà, et des trucs en équipe et tout ça. Et donc, en fait, toujours dans ce rythme de jeu, on a effacé un peu la partie douloureuse qui est qu'est-ce qui se passe après la formation. En fait, on a continué quelque part la dynamique de la formation, et en plus, on a recréé l'effet collectif qui se casse un peu quand on est en formation. On est maxi avec 25-30 personnes. Et là, on a remis les centaines de joueurs, entre guillemets, tous au même niveau, en disant, bah, voilà, vous passez et vous pitchez votre exercice. Et il y avait une vraie compétition, en fait, entre les équipes. Il y avait vraiment un truc, ils se sont tous littéralement pris au jeu en disant, ah, attendez, moi, je vais vous montrer vraiment ce qu'on a fait, c'est ouf. Et c'est très sympa parce qu'en fait, à nouveau, ils sont tous venus et en fait, ils ont tous montré qu'ils avaient utilisé les outils. Et donc, c'est ce qui était notre défi en C'était réalité. l'objectif. Exactement. Et le J'aime tout bien, dans un moment très ludique et très sympa. j'aime bien le flow. J'aime considérer le flow comme, pas forcément comme un objectif, mais comme une conséquence.
J'aime bien l'idée de mesurer le flow et de constater que quand on est dans le flow, quand on voit des gens dans le flow, en général, c'est on a bien fait les choses, on a bien créé un bon environnement, on a trouvé le bon rythme, le bon dosage, et du coup, effectivement, les choses ont l'air simples. Il y a une citation qu'on aime bien chez Seven, que Yaya aimait bien, c'est une citation de Léonard de Vinci qui dit la simplicity is the ultimate sophistication, donc la simplicité Je savais pas qu'il parlait anglais. sophistication ultime, absolument, Martial. Ultime. Et c'est vrai que le jeu simple, ou la formation simple, ou les consignes claires, tu sais, nous, on fait souvent des simulations, on donne les consignes, hop, et puis là, il n'y a aucune question, tout le monde est dedans, et directement, les gens jouent un rôle. Quand c'est bien fait, en général, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de test and learn pour arriver à quelque chose de très, très simple. Et voilà. Et du coup, le flow comme une conséquence et pas une fin en soi, je trouve ça assez intéressant. Euh, il est 36, on va prendre un petit mot de la fin simple, et puis après on va revenir. J'ai eu quelques questions, il y en a auxquelles on a répondu directement, il y en a qui sont des choses qu'on a vues pendant. Il y en a une sur laquelle je veux revenir parce elle est vraiment très intéressante, mais je reviens dessus juste après votre petit mot de la fin. En fait, on s'en est parlé hein, en préparant un peu cette séquence. Le thème, c'était la gamification en formation, mais moi, je l'élargirais beaucoup plus. En fait, pour moi, tout ce qu'on vient d'évoquer là, ça marche dans tout. Ça marche dans tout mode de management et tout mode de travail en entreprise. Et c'est vrai aussi avec les clients. Fondamentalement, et ça répond un peu, du coup, ça va nous permettre de répondre à la question qui a été posée. C'est pas parce qu'on fait des choses en s'amusant que c'est pas sérieux en réalité, et au contraire en fait c'est un bon moyen d'engager les gens et de les rencontrer là où ils sont le plus disponibles et là où ils sont vrais en fait. Et donc en fait si tout le monde prend du plaisir à faire ce qu'il fait, que ce soit de la formation ou que ce soit du travail, en fait tout le monde en retire une bonne expérience, mais ça n'empêche pas du tout que ce soit des choses avec du fond et des choses sérieuses. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à dissocier ces messages-là. Moi je pense que les collaborateurs ils sont engagés quand ils prennent du plaisir, on a beaucoup évoqué ce terme-là, quand ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, même quand c'est technique, même quand c'est difficile, et même quand on a beaucoup de travail, de longues heures. Tout cet enjeu, c'est vraiment d'arriver à rencontrer les gens là où ils sont. Yes, Monsieur Martial. Bah, écoute, sans être dans la redite et pour répondre aussi un peu en avance à la question, mais on s'en était parlé tellement avant. Voilà, mon mot de la fin, c'est que je n'aimais pas trop le terme gamification, que je trouve un peu moche et qui justement, en fait, je trouve laisse de côté pas mal de gens parce que la beauté on est tous joueurs, on a tous été joueurs et sans revenir sur la théorie des jeux, mais voilà, on dit pourquoi l'humain joue, c'est parce que d'une certaine manière, c'est une manière d'appréhender le monde réel dans un environnement un peu plus contrôlé et un peu plus safe, donc sans les dangers de la vie réelle. Et de mettre, et j'en parlais aussi sur l'aspect suspension of disbelief, de mettre vraiment le point de focal sur là, on va faire un jeu, vous allez jouer, et les gens vont directement se mettre dans un état d'esprit. Il y a des gens qui adorent jouer, ou peut-être qu'il y a des gens qui ont des appréhensions, mais ça va pas être forcément le bon angle d'approche. Et avoir cet environnement, avoir ces pratiques ludiques et de faire en sorte que l'expérience, la formation, elle soit attrayante, elle mette en jeu des apprentissages, il y a de l'interactivité. Ça, c'est génial, sans qu'on ait vraiment à l'englober dans de la novlangue ou quelque chose qui va stresser potentiellement. Et là aussi, d'une certaine manière, voilà, les audiences sont différentes et en fonction de son audience, on peut avoir les mêmes pratiques, mais parfois il faut enrober un peu comme nous dans des jeux. On va parfois utiliser les mêmes mécaniques, mais on va changer les visuels en fonction de l'audience à laquelle on s'adapte parce que voilà, on peut avoir des mécaniques de jeu auxquelles tout le monde va répondre, mais il est important que le packaging, le visuel, la direction artistique soit vraiment adapté à l'audience. Et je pense que même dans une formation, c'est un peu pareil. On peut avoir les mêmes mécaniques de gamification ou en tout cas d'apprentissage ludique, mais avec peut-être un packaging ou un enrobage différent en fonction de l'audience à laquelle on s'adresse. On est vraiment en phase, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment prendre ce qui fonctionne dans le jeu, c'est-à-dire énormément de choses, et les appliquer par petites touches de façon à avoir de l'impact. Et effectivement, je suis d'accord, Anne, ça dépasse largement l'univers de la formation, ça fonctionne dans le management, dans la vie, dans les interactions avec les gens. Je vous avais pris quelques petits exemples de gamification assez faciles. On a des formations où, au lieu de faire du PowerPoint, on découpe des petites cartes et on les fabrique. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est assez amusant, que quand vous fabriquez votre petite carte, alors il y a l'option, on la découpe, il y a l'option, on la dessine soi-même. Je ne sais pas si tu te souviens, Martial, on l'avait fait il y a quelques années. Yes.
Et quand on fait sa petite carte, on s'en souvient beaucoup plus que si on vous la distribue, et on s'en souvient encore plus que si on l'a juste vu sur un PowerPoint. Donc l'idée, c'est ça. Je ne vais pas redire les titres, on les a vus, mais mettre en action, mettre de la bienveillance, du ludique, répéter l'information, toutes ces choses-là, si vous regardez, mis bout à bout, c'est pas grand-chose, mais à la fin, c'est ce qui permet d'avoir beaucoup d'effets. Donc je vais revenir sur la question, mais on l'a déjà traité, et je vais revenir sur un autre commentaire qui a été fait par Philippe. Philippe, il nous dit le test ludique sur l'ancrage effectué en début de formation est vraiment top et embarque le groupe avec cet effet waouh. Ça aussi, j'ai envie de le dire, c'est que il y a une notion qu'on aime bien avec l'équipe Seven, c'est la notion de prestige. Si vous avez vu le film Le Prestige, alors je vous encourage à le voir, ou la notion d'effet waouh, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose, s'il se passe quelque chose au début et que vous ne comprenez pas ou que ça vous surprend ou que ça vous émerveille, bah, vous avez envie de savoir derrière. Et ça, c'est la base du jeu. C'est-à-dire que les super bons jeux, bah, il se passe quelque chose au début et derrière, on a envie, en fait. Et ça nous paraît tellement la base et tellement éloigné de l'univers des formations où on se retrouve finalement, voilà le plan et voilà ce qu'on va faire. Donnez-moi envie, surprenez-moi, et derrière, il n'y aura même pas besoin de me dire de rester en réalité, vu que je n'ai pas envie de partir tant que je n'ai pas compris ce qui se passe. Donc l'effet waouh, ça c'est un truc qu'on fait en égo qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, on fait presque un tour de magie et les gens veulent savoir, et donc du coup, derrière, on comprend la méthodologie de l'ancrage. Et là, donc, je reviens sur la question, parce que c'est quand même très important, hein, c'est vraiment comment faire pour parler, pour répondre aux collaborateurs qui rejettent ces expériences d'action ludique, donc les icebreakers notamment, et ça c'est très symptomatique, car pas sérieuses ou en décalage. Et du coup, je pourrais peut-être réserver ma réponse, mais comment faire pour les faire adhérer déjà, est-ce qu'il y a un icebreaker? Moi, je pense que si vous dites, voilà, on va faire un petit icebreaker, est-ce qu'il faut le dire ou pas, à votre avis? Moi, Est-ce qu'on arrive en je disant, pense que bonjour, je vais non, faire en un petit fait. icebreaker? En fait, moi, je pense que non, hein. Enfin, je pense qu'il faut mettre les gens dans la situation sans leur expliquer que c'est un icebreaker. Après, tu peux, à un moment, ressentir le besoin de leur expliquer attendez, on n'est pas dans la formation, en fait, on est en train de se mettre en situation. Parfois, ça peut justement les raccrocher ou les rassurer. Mais moi, je suis assez d'avis de sauter directement, mais dans l'expérience, parce que c'est vraiment ça, ce côté immersif qui, d'un coup, va les décaler et un peu les mettre dans l'univers du jeu qu'évoquait Martial. En fait, enfin, on est un peu aussi dans cette notion-là quand on fait des formations plus techniques ou des formations en entreprise. L'idée, c'est quand même, on a 4 heures ou 8 heures à passer ensemble. Et il faut qu'on crée cet effet collectif dès le démarrage, en fait. Donc on le fait et on le fait. On le on fait plutôt n'explique que de pas le ce qu'on dire. fait, on peut revenir dessus après, mais on le fait. Et on le travaille encore plus du coup pour avoir Ouais, un effet waouh, pour avoir l'effet désiré. Et parfois, exactement. quelque chose qui peut être marrant, c'est aussi de révéler le tour de magie. Et je trouve Ouais. que justement, quand vous voyez là ce qu'on vient de faire, tu vois, Exactement. et C'est de de dire dire, ah ouais, bah tiens, c'est Monsieur Jourdain, c'est voilà, je parlais en prose. Et là, du coup, il y a quelque chose de, on retourne les attentes, on inverse complètement la posture peut-être initiale de cette personne qui disait moi je n'aime pas le jeu. Bah tu vois, là on vient de jouer et on n'a pas tous passé un bon moment. Et du coup, on renverse complètement le niveau d'attente et on peut continuer sur cette gamme de manière encore renforcée. J'ai Philippe qui dit oui, d'accord, pas besoin de le dire. Le dire va quelque part alerter le réfractaire qu'on veut le faire adhérer. Moi, je tiens à dire que les réfractaires en formation, nous, c'est des gens sur lesquels on s'appuie énormément parce qu'on les aime beaucoup parce qu'en réalité, ils ont raison d'être réfractaires. C'est-à-dire que c'est un temps bloqué pendant lequel il va se passer quelque chose, on doit lâcher prise. Et du coup, les réfractaires, ils ont une énergie qui demande que ça, qui demande que à sortir. À la limite, le vrai souci, c'est celui qui n'est pas là ou qui est absent ou qui a pas envie de mettre de l'énergie. Mais le réfractaire, si rapidement on prend les points qu'on a vus, on met un environnement de bienveillance, on met le niveau assez haut en termes d'énergie, en termes de préparation et en termes de confiance, de sincérité, d'authenticité, et bien derrière, le réfractaire, très rapidement, il devient le meilleur allié. Et enfin, voilà, une fois l'icebreaker déroulé, il adhère sans s'en rendre compte, en fait. Exactement. Ok. Est-ce que vous avez un autre type, une autre chose à participer? On a Philippe dans le chat qui met yes. Ça y est, on a réglé ce sujet-là. Toujours, en fait, prendre les points des réfractaires pour les rassurer et leur montrer effectivement que cette chose-là a été pensée et a pour objectif de créer de l'émulation ou de donner du sens ou de faire apprendre quelque chose. Et quand on explique, en général, les gens comprennent. Et j'irais même jusqu'à à dire, et je pense que c'est utile de les verbaliser parce qu'au fond, tout le monde a un peu cette petite pensée noire dans sa tête. Il y en Ouais. a juste un qui la matérialise, mais tout le monde est un peu en train de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, quelque part, le fait de dire, ça existe, ça fait partie de votre réaction et c'est OK et c'est normal. Et d'ailleurs, il y a un tel qui l'exprime, mais en réalité, tout le monde l'avait pensé. Ça le décrispe, en fait,
ça démystifie un peu cette espèce d'inquiétude par rapport à ce qui va se passer en réalité. Donc, je pense qu'à nouveau, il ne faut pas avoir peur des sujets. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, il vaut mieux exprimer les choses plutôt que d'avoir l'air de les éviter, parce que quand on les évite, en général, c'est comme sur Mario, ça devient un gros caillou un peu plus loin sur le chemin. Il est 12h45, on est tout bon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux participants qui ont participé. Merci à vous deux pour cet échange. J'espère que c'était intéressant avec du rythme. On vous retrouve bien assez vite sur les réseaux sociaux en direct par téléphone. Et bon après-midi à tous et à toutes. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne Merci. journée.